Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo analyse. Comme tu l'as vu au titre, on va encore continuer la série de vidéos sur Karrueche. Normalement les prochaines analyses ça devrait peut-être un peu plus se calmer. Peut-être que je parlerai un peu moins de Karrueche et qu'on va aller voir d'autres choses. C'est juste que ça prend du temps de faire des recherches et de construire tout un script en fait. Donc en attendant, Karrueche pour moi c'est plus simple étant donné que j'ai déjà travaillé dessus. Encore une fois, si tu ne sais pas qui est Karrueche, je te renvoie tout de suite à la vidéo biographie que j'avais faite parce que ça te permettra en fait de mieux comprendre la vidéo et d'avoir un peu toute la story de Karrueche. Donc je te conseille fortement d'aller voir ça avant de continuer cette vidéo. Et du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser au dernier axe que j'avais proposé sur Karrueche, qui était Karrueche et la Première Guerre mondiale. Et notamment, alors on va pas parler que de ça, mais ça va être un point important, ça va être la représentation du patrimoine en danger pendant la Première Guerre mondiale et pourquoi c'est un motif intéressant et important à cette période. N'aie pas peur, on va pas parler que de ça, hein. On va un petit peu développer ce qu'il a pu produire pendant cette période parce qu'évidemment ça va pas mal changer de ce qu'on a déjà vu avec Biblis et l'Art Nouveau, le symbolisme avec les litanies de la mer. Là, tu vas voir, on est dans un autre style mais on reconnaît quand même la patte Karrueche. Donc je pense qu'on va pouvoir enfin commencer. Du coup, évidemment, au niveau de la chronologie, on est en 1914 jusqu'à 1918. Il faut savoir que Karrueche n'ira pas à la guerre, il ne fera pas la guerre dans les tranchées, puisque Karrueche a une insuffisance mitrale. Alors, une insuffisance mitrale, grossièrement parce que je ne suis pas médecin, c'est un problème au cœur qui fait que le patient a le souffle court, il peut avoir des toux assez importantes et notamment cracher du sang. Donc forcément, c'est pas très pratique quand t'es censé aller à la guerre, donc du coup il va être réformé et il n'ira pas à la guerre. Mais du coup, Karrueche, il va pas rester sur Paris à se tourner les pouces évidemment, il va participer à ce qu'on appelle l'effort de guerre et pour ça il va mettre à profit ses talents d'illustrateur. Petite précision, je ne sais pas si c'est lui qui a proposé son aide ou s'il a été réquisitionné entre guillemets en tant qu'illustrateur pour faire des illustrations quand même assez spécifiques et qui font quand même partie d'une propagande de guerre qui a pour but de vraiment mettre en avant la France, ouais vraiment de magnifier la France, et on va voir ça dans les différentes illustrations, et du coup magnifier la France par son patrimoine aussi, qu'il soit immatériel ou matériel, on va revenir là-dessus. Donc aujourd'hui on va pas s'intéresser qu'à un seul livre illustré, qu'un seul journal illustré, on va s'intéresser à 3 types de documents. On va avoir 2 journaux illustrés, dont une couverture de journal et une illustration pour un poème publié dans un journal, et une série de cartes postales qui sera quand même très importante à étudier. Donc on va voir tout ça. Donc quand je te disais que le patrimoine pouvait être immatériel, par là ce que j'entends c'est que pour ce qui va être de la France, Karrueche va s'attarder sur les symboles de la France, les traditions de la France, l'héritage, etc., etc. Pour le matériel, bah forcément, on a peut-être, quand je te dis patrimoine matériel, tu penses peut-être à des monuments, à des bâtiments importants en France, etc., etc. Et du coup, tous ces symboles, ces monuments, ça va vraiment participer à un message de promotion de la France, de montrer que la France elle est grande, qu'elle est puissante, qu'elle est riche et qu'elle peut gagner cette guerre en fait. Et que évidemment l'ennemi en face il est ridicule, il est faible, il essaye de détruire notre héritage, il essaye de détruire notre patrimoine, etc., etc. Donc ça, on va voir tout ça. Le premier point qu'on va voir, c'est la mise en avant de la richesse de la France. Pour ça, on va avoir cette couverture de journal. Je sais, tu vois ça comme ça, tu te dis oui, non, je vois pas trop ce qu'elle veut dire par là, c'est des drapeaux, c'est bien joli, mais bon, on s'en fiche un peu quoi. Cette fameuse couverture, elle a été faite pour un numéro spécial du Monde Illustré qui paraît le 17 mars 1917. Dans ce numéro, la puissance de la France, elle est assez mise en avant.
La page est illustrée évidemment de drapeaux de différents pays, ça tu le vois. Dans l'ordre, on va avoir la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la Russie avec une inversion de ses couleurs, le Japon, le Portugal, la Serbie et la Roumanie. La page elle est titrée La Foire de l'Entente. Donc là tu dois te demander mais la Foire de l'Entente, mais qu'est-ce que c'est encore que ça? Qu'est-ce qu'elle va nous raconter? En fait, c'est une foire d'art et d'industrie qui avait lieu à Lyon et en 1917, c'est la deuxième édition de cette foire. Et le but, c'est qu'elle devait mettre en avant les firmes françaises, mais aussi celles des alliés. Donc en 1917, tu as 2600 firmes qui ont été représentées. Les visiteurs, ils pouvaient y trouver des enseignements pratiques, des matières premières, des objets manufacturés et des machines. Et tout cela devait aider la vie industrielle et à faire marcher l'économie. Les journalistes, dans ce numéro spécial, ils vont surtout mettre en avant la supériorité de la France face aux Allemands. Par exemple, ils vont faire une espèce de généalogie des foires en France et ils vont mettre en parallèle cette généalogie des foires avec une histoire glorieuse du pays. Ils font souvent des parallèles comme ça pour pouvoir vraiment magnifier la puissance française. T'as aussi des articles qui sont spécialement rédigés pour mettre en avant la ville de Lyon et elle aussi la magnifier. Dans les articles, on constate qu'ils pensaient déjà à la fin de la guerre et à une potentielle crise économique qui pouvait arriver. La foire, elle sert alors d'un ascendant économique sur l'ennemi, surtout quand on sait que chez l'ennemi, il y avait la fameuse foire de Leipzig. Et du coup, la foire de Lyon permet de faire une concurrente à la foire de Leipzig. Mais ce que disent les journalistes, c'est que cette foire, ça permet aussi de garantir un avenir, dans ce cas-là, surtout économique. Avec ces informations-là, ça te permet en fait d'éclaircir un peu mieux cette fameuse couverture et de comprendre un peu mieux pourquoi il y a des drapeaux de toutes sortes. Et en fait, tu te rends compte que le premier drapeau qui se hisse, c'est le drapeau de la France, qui est suivi de l'Angleterre qui est un allié et l'Allemagne est en 3e position. Par contre, donc le classement supposément il est peut-être fait par rapport à la puissance économique de chaque pays, mais c'est peut-être possible qu'il soit biaisé pour mettre en avant la France. Donc c'est une couverture quand même à prendre avec des pincettes. Je t'avoue que je ne suis pas forcément allée vérifier si vraiment la France était une puissance économique plus importante que l'Allemagne en 1917, mais sachant qu'on est dans un moment très peu objectif et dans une revue là pour l'instant qui est très peu objective et dans une période très compliquée, c'est totalement possible que ce classement soit biaisé, donc faut faire attention à ça. Et en plus, faut aussi se rappeler que dans tous ces articles, t'as vraiment une énorme mise en avant de l'histoire de France, de ses techniques, de son art. Donc faut vraiment prendre cette couverture avec des pincettes, mais je voulais te la présenter pour montrer un premier aspect. On va dire que sa couverture complète bien ce qui est dit dans les articles et le message qui est passé là-dedans. Ensuite là, ça va être peut-être un peu plus ludique entre guillemets, mais on va passer aux illustrations qu'il a réalisées pour un poème. Et cette fois, on va avoir une mise en avant du patrimoine français, mais une mise en avant d'un patrimoine français en danger à cause de l'ennemi. Donc ici, on a les illustrations pour Théodore Botrel. Donc Théodore, c'est un auteur, compositeur, interprète français qui crée des chants patriotiques, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et ici, ça va être une chanson patriotique qui s'appelle Le Coq d'Or et qui est créée en 1916, mais ici, la version illustrée dans le journal apparaît dans Le Monde Illustré le 9 juin 1917. Alors, je vais commencer un petit peu à décrire tout ça, comme ça on va pouvoir un peu mieux s'y retrouver. En haut de la page, l'illustration, elle est scindée en 4 fenêtres, dont un coq posé sur un croissant de lune qui est représenté au centre. Je te fais pas un dessin, même s'il s'agit d'une chanson qui s'appelle Le Coq d'Or, évidemment ça fait référence à ça, mais le coq, t'es pas sans savoir que c'est quand même un énorme symbole français. Dans la fenêtre en haut à gauche, la légende indique qu'il s'agit du beffroi de la cathédrale Saint-Martin, ainsi que la halle des drapiers, qui se trouve à Ypres en Belgique.
Bien que ces monuments soient belges, en fait la ville elle a été détruite pendant les affrontements opposant les Français, les Britanniques et les Belges contre les Allemands. Donc ça prend en compte en fait d'autres patrimoines, mais parce que les Français étaient présents sur place. Ensuite, on a des monuments français qui sont représentés. En bas à gauche, on a la ville de Reims en feu. Au fond, on a la cathédrale Notre-Dame de Reims qui est totalement incendiée. Puisque je pense que tu as dû beaucoup en entendre parler pendant tes cours d'histoire au collège et au lycée, mais effectivement la cathédrale de Reims a été bombardée par l'ennemi, du coup énorme incendie, et c'est comme ça que le bâtiment va être détruit en fait, et c'était vraiment un symbole très important, donc ça avait beaucoup fait parler à l'époque parce qu'il y avait un symbole important qui était détruit. Et du coup à cette époque, les Français vont même l'appeler la cathédrale martyre. Ensuite, en haut à droite, tu as la basilique Notre-Dame de Brebières à Albert, dans la Somme. Pour l'histoire, un obus toucha le dôme qui soutenait la statue de la Vierge durant la bataille de la Somme. Et cet événement, il va donner naissance à une légende, car la statue ne tomba pas après cette attaque et se trouva dans une position assez particulière, comme tu peux le voir sur le dessin. Et de ça, la population pensait que lorsqu'elle tomberait, ça voudrait dire que la guerre sera finie. Donc ces trois thèmes-là, c'est pas quelque chose de nouveau puisqu'ils ont déjà circulé sous forme de photographies et cartes postales. C'était des motifs très présents dans l'esprit des Français. Pour finir avec le haut de cette page, on a le dernier carré en bas à droite qui ne possède pas de monument. C'est le champ de repos qui est un lieu où sont enterrés les morts au combat. Cette image, en fait, elle est quand même importante dans toute cette page parce qu'elle permet de rappeler les sacrifices humains de cette guerre. Du coup, ces 4 fenêtres, elles font aussi sens avec le poème parce que celui-ci, il énumère tout au long de ses strophes, excepté la dernière, des villes et des monuments français. Ensuite, pour ce qui est de la partie basse, on a le coq français qui terrasse l'aigle allemand par son chant. À l'arrière-plan, tu as de grands rayonnements lumineux qui surgissent du soleil. Dans le cas présent, cette illustration correspond à la dernière strophe du poème qui dit « Coq d'or, prends bien vite l'essor, qu'entends-tu là-haut dans l'espace, l'heure proche où l'aigle rapace mourra sous l'ergot du coq d'or ». Donc voilà, là ça fait quand même assez sens avec le texte. À cela, on va ajouter des branches de laurier et de chêne parce que ce sont les symboles de la République française, mais surtout de victoire et de commémoration. Donc voilà pour ces illustrations pour ce chant patriotique. Donc à ce niveau-là, tu vois la mise en danger de grands symboles français, on a un rappel des sacrifices, on essaye de dépeindre une image de la France qui va terrasser l'Allemagne avec le coq et l'aigle, et là je vais te parler un peu plus longuement d'une série de cartes postales qui est assez intéressante et qui s'inscrit aussi dans les décisions politiques qu'il y a eu à l'époque sur comment la guerre va se finir, parce que forcément nous on sait comment ça s'est fini, mais à l'époque ils savaient pas comment ça allait se finir. Donc forcément il y a des questionnements qui se posent, etc., etc. Donc on va voir un peu tout ça. Donc cette série de cartes postales, là je vais te le présenter quand même parce que j'en suis très fière. Là c'est un petit fascicule qui rassemble toutes les illustrations qui ont servi à faire des cartes postales. Et en fait, je vais te déplier ça, et en fait dessous tu as des textes explicatifs. Évidemment je vais pas te laisser sans réponse, on va un peu regarder. Du coup cette série elle s'appelle Pourquoi la guerre a éclaté et comment elle doit finir. Donc là tu vois c'est pas comment elle a fini mais comment elle doit finir, parce qu'on est encore dans une incertitude, mais ce petit fascicule a une petite idée de ce qu'il ne veut pas comme issue de fin. Donc c'est un petit fascicule qui est publié en 1918. C'est totalement possible que en fait, les cartes postales que tu vas voir un peu défiler, globalement, elles ressemblent à ça, hein, mais en version détachée. C'est possible qu'elles aient circulé bien avant en fait, donc voilà. Au niveau de l'édition, donc c'est les éditions de la Ligue républicaine de défense nationale, droit et liberté, et on va revenir un petit peu sur qui a créé cette édition. Et puis on a le petit message, faites lire autour de vous et affichez, parce qu'il faut faire passer le message qui est dedans.
Donc je vais te faire défiler un petit peu les cartes postales pour que tu puisses voir, sans que pour l'instant je rentre trop dans l'analyse. Et puis je vais un petit peu t'expliquer ce projet il vient d'où. Donc en fait, ces cartes postales, elles servent à un propos plus précis, comme je te l'ai dit, qui est le renoncement à une paix blanche. Je t'expliquerai ce que c'est un peu plus la paix blanche, mais on va rester pour l'instant sur l'édition. Donc cette série, elle est composée de 12 cartes postales qui ont été évidemment reproduites plusieurs fois. L'édition, elle est fondée par une certaine Tilda Harlor, qui s'appelle de son vrai nom Jeanne Fernande Perrault. En fait, cette femme, c'est une militante féministe, journaliste, critique d'art et femme de lettres. Et elle va fonder l'édition de la Ligue républicaine de défense nationale, droit et liberté en 1917. Notamment cette femme, elle a travaillé pour le journal La Fronde, et si tu te rappelles de ce que je t'avais dit dans la vidéo biographie, qu'il faut aller voir bien évidemment, c'est que la première femme de Carrucher a travaillé à La Fronde, donc c'est totalement possible que Carrucher ait pu rencontrer Tilda Harlor via les relations de sa femme. Cette édition, elle est fondée dans l'idée de contrer les pensées défaitistes de l'époque. Le point de vue d'Arbor, il va se retrouver dans les illustrations de Carrucher, et il est tout à fait possible que Carrucher soit d'accord avec Arbor. Donc la série, elle va s'articuler autour d'une narration visant à desservir la paix blanche. Donc on va revenir sur un petit peu les raisons du pourquoi du comment la guerre, différents événements clés qui se sont produits, et ensuite on va avoir des cartes postales qui vont un peu plus expliciter le pourquoi du comment ça serait pas bénéfique d'avoir une paix blanche, et qui vont vraiment participer à ce message. Ce qui aide beaucoup évidemment, c'est que dans le fascicule que je t'ai montré, il y a tout un explicatif sous ces images qui en fait est une espèce de narration qui accompagne les illustrations, chose que t'as pas forcément quand tu as juste la carte postale, t'as juste l'illustration de Carrucher, et voilà. En fait, la paix blanche, pourquoi ils en veulent pas? En fait, cette paix, ça signifierait qu'il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. En soi, tu peux dire, ah bah c'est cool comme ça, il n'y a ni méchant ni gentil entre guillemets, mais en fait le problème, c'est que aucun des pays ne pourra avoir d'indemnisation. Et aussi aucune annexation. C'est là que ça pose problème. Et c'est pour ça que Tilda Harlor, elle est pas trop ok avec l'idée d'une paix blanche. Elle veut vraiment que la guerre se finisse avec des vainqueurs, des vaincus. Là, on va étudier un peu quelques cartes de la série, on va pas tout regarder parce qu'il y en a quand même beaucoup, et la vidéo risquerait de durer beaucoup trop longtemps. Mais en tout cas, la série, elle s'ouvre sur cette première carte, qui réunit en fait quasiment tous les symboles de la France. Tu retrouves le fameux coq, derrière lui se trouve le plan de la France accompagné de faisceaux de lumière. De part et d'autre de cet élément central sont dessinés des couronnes de laurier, symbole de victoire, des rameaux d'olivier, symbole de paix, des branches de chêne, symbole de justice. Ces éléments végétaux entourent deux faisceaux de licteurs, qui est le symbole de la République, mais aussi d'anciens symboles de la Révolution française, qui signifiaient l'union de tous les Français pour une même cause. Tu retrouves le fameux bonnet phrygien, symbole d'affranchissement contre l'oppresseur. Bref, tu comprends que là, ils cherchent vraiment à montrer le rayonnement de la France, que la France, bah, elle est forte, elle est puissante, qu'elle va gagner, quoi, tout simplement. Tout l'assemblage de ces symboles, ça participe au discours de propagande. Et tu retrouves la phrase « Toute la France debout pour la victoire du droit », qui montre bien l'idée, en fait, de rassembler un petit peu tous les Français contre la paix blanche, parce que, bah, la France est suffisamment forte, en fait, pour gagner contre l'ennemi. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Comme je t'ai parlé un petit peu de la mise en danger du patrimoine français face à l'envahisseur, et ben on va aller voir la cinquième carte qui montre bien ça. En effet, tu retrouves le Kaiser en pleine course avec son épée qui transperce les blasons de villes françaises. Pour augmenter l'intensité de l'image, au fond, tu retrouves encore une fois la cathédrale Notre-Dame de Reims, qui est un symbole très fort. Et puis évidemment, c'est pas par hasard qu'il a choisi ce motif. Ici, le lecteur de ces cartes assistait au passage de l'ennemi allemand qui détruit tout sur son passage. En plus de ça, tu as la légende Deutschland über alles, j'emporte au bout de mon épée, forteresse, ville, port de France. Donc bon, ça explicite bien la mise en danger du patrimoine français et de la France en général, et ça permet aussi de montrer que si la France acceptait cette fameuse paix blanche, elle ne pourrait pas recevoir d'indemnisation de guerre,
pour entre autres réparer toutes ces destructions, que ça soit les destructions dans les villages juste de ta maison, mais aussi de tout son patrimoine matériel. Enfin, tu as aussi l'ennemi qui va s'attaquer à la population française, mais aussi à ses traditions, dans le but d'acquérir le territoire. Et ça, tu le vois sur la 7e carte. La composition, si tu t'y connais un petit peu en histoire de l'art, ça rappelle fortement les peintures naturalistes d'un Millet, ou encore les planteurs de pommes de terre de Van Gogh, qui lui-même en fait regardait Millet. Carrucher, il va y rajouter une usine en arrière-plan pour rappeler la figure aussi de l'ouvrier. En plus de ça, tu vois la planteuse de pommes de terre se transforme en soldat allemand. Le paysan, devenu un symbole de tradition, il est ici éjecté d'un coup de pied allemand. La légende mentionne la paix allemande ou le Boche disant à un paysan français, comme à l'ouvrier, ôte-toi de là que je m'y mette. En gros, s'il y a paix blanche ou paix allemande, comme il est mentionné dans la légende, la France assistera à la perte de son patrimoine matériel et immatériel, c'est-à-dire la perte de ses monuments, de ses symboles, de ses traditions et de son héritage et de sa population. Donc voilà, là je pense qu'avec ces exemples-là, tu vois bien comment les illustrations peuvent participer à ce fameux discours et compléter en fait les pensées de l'éditrice, mais aussi, c'est pas que les pensées de cette éditrice-là, hein, il y a d'autres personnes dans la population qui pensent ça, mais du coup je trouvais ça intéressant de te parler de cet aspect de la carrière de Carrucher, parce qu'effectivement on a vu beaucoup de belles choses dernièrement, mais aussi ça fait lien avec la vidéo que j'avais faite sur les vues touristiques chez Carrucher et cette mise en avant du patrimoine français. Le patrimoine français, il est plus du tout en danger et il rayonne et il faut aller le voir, il faut aller le visiter, il faut aller prendre son automobile ou n'importe quel moyen de locomotion pour découvrir le patrimoine français. Donc je trouvais que justement ce décalage entre un patrimoine en danger et un patrimoine rayonnant, c'était intéressant de t'en parler, et du coup évidemment si t'as pas vu la vidéo sur ces fameuses vues touristiques, je te conseille d'aller la voir. Donc pour moi ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a intéressé. Je te retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine, salut!